Salut, alors aujourd'hui on va s'intéresser un peu à la génération d'une tension de référence pour des DAC, parce qu'on a vu que cette tension est extrêmement importante pour la qualité finale du résultat, et les DAC sont extrêmement sensibles à la qualité de cette source-là. Alors on a pu le voir sur le SS à quel point utiliser un schéma un peu trop simpliste fournit du bruit qui vient moduler les modulateurs delta sigma qui sont intégrés. Et donc, il devient difficile de faire quelque chose de correct d'une manière simple avec un seul régulateur. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à plusieurs manières de résoudre le problème, plusieurs types de montage qu'on peut faire là-dessus. Et on va s'intéresser en parallèle à toutes ces possibles sources de tension de référence disponibles dans le commerce, les différentes techniques utilisées et leur utilisation. Alors, sur le précédent épisode à ce sujet, bon, j'ai montré un peu un montage qui est celui issu de l'ESS, qui est un montage que j'ai fait, hein, ça servait à l'épisode pour le circuit imprimé. Bon, c'est un montage qui fonctionne relativement bien, mais il ne fonctionne pas aussi bien qu'on pourrait l'espérer. Donc là, on va s'intéresser à d'autres moyens de générer des tensions de référence qui doivent débiter un certain courant, parce que le DAC consomme quelque chose, ce qui est important. Les générateurs, les tensions de référence ne sont pas toujours, sont même rarement susceptibles de générer des courants, c'est pour ça qu'il faut les bufferiser d'une manière ou d'une autre. Mais bon, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire ça. Alors derrière moi, j'ai plusieurs types de montages, dont les montages d'origine, et voir où sont les sources des problèmes. Donc, ça c'est ici le premier montage qui a été mis sur ces plaques de circuit imprimé, qui est vraiment ce qu'on peut imaginer de plus simple, un simple régulateur fixe de 3V3, ici un LT1963, avec un filtrage en entrée en sortie, et puis voilà. Alors, ça marche pas bien. Ça marche pas bien, c'est pas suffisant. Et c'est pas suffisant parce que ce régulateur-là n'est pas un régulateur de très bonne qualité en soi, sur certains paramètres. Ça, on va voir après, on va comparer quelques régulateurs. Donc ça, c'est ce qui est fait sur ce type de circuit, hein. Il y en a d'autres qui utilisent ce même genre de principe, mais ce n'est pas le principe qui a été préconisé par ESS en soi. ESS, lui, préconise ce principe-là. C'est de prendre une tension qui existe déjà, ici la tension numérique, qui sert à alimenter toute la partie numérique du circuit, la filtrer et la faire passer à travers un buffer, ici un ampli-op, filtré en sortie, pour fournir la même tension, mais en fait la tension et le courant de sortie n'est pas généré par la ligne d'entrée, mais est généré par une alimentation qui alimente l'ampli-op. Ce sont deux chemins différents. Donc, ici, il préconise en plus des ampli-op ultra haut de gamme, la AD797, qui est pratiquement ce qui est mieux qu'on puisse trouver, et au pire, allez, des LME quelque chose, ou 5534, vraiment si on a, c'est la dèche. Et bon, ils sont super exigeants sur ce circuit-là, pour avoir des bruits minimum ici. En utilisant le principe qu'un ampli-op a une très forte réjection des variations d'alimentation, on a en sortie une alimentation beaucoup plus stable que celle qui pourrait être là. Le filtrage ici donne une tension de référence fixe parce qu'il n'y a pas de consommation à ce niveau-là, mais il faut quand même se méfier parce que cette ligne-là alimente aussi d'autres choses. Et donc on peut avoir ici quelque chose qui va être pompé par l'extérieur. Et c'est là qu'est le problème ici. C'est là qu'on peut se retrouver avec quelque chose qui ne marche pas aussi bien parce que ici, ce réseau RC peut alimenter des trucs à l'extérieur. Et ça rajoute, enfin disons ça permet éventuellement d'avoir quelque chose d'un résiduel à l'entrée de l'ampli-op qu'on va peut-être retrouver en sortie. Donc ce système-là n'est pas assez bien isolé, hein, parce que la source ici est partagée par d'autres choses. Alors ça marche mieux, ça marche beaucoup mieux que ça, que le truc d'origine. Ça marche beaucoup mieux, les pics latéraux qu'on trouve sont fortement diminués, mais il y en a encore. Donc ça, c'est important de voir qu'il y a encore une limite, même si, selon la configuration, ça peut fonctionner très correctement. D'ailleurs, ESS préconise ça, c'est que dans leur contexte, ça fonctionne très bien. Mais il faut voir que le contexte dans la plaque d'évaluation de chez ESS, ce n'est pas câblé comme ça, c'est-à-dire que l'extérieur n'est pas l'extérieur tel qu'il est sur les plaques qu'on a en kit.
Donc ça ne fonctionne pas super bien encore sur ces plaques-là. Donc, vu que j'avais fait un prototype mais qui fonctionne que sur un canal, l'ESS a 2 entrées de référence indépendantes, une pour chaque canal. Ça, j'avais fait que sur un canal, donc évidemment la plaque n'est pas suffisante, il faut faire une plaque double, etc. Et avec aussi le but de ne pas modifier le circuit imprimé en lui-même, en dessous, c'est-à-dire couper des pistes ou des choses comme ça. Je voulais faire quelque chose qui se mette dessus et qui remplace le système. Ce qui n'est pas tout à fait évident parce que c'est pas très bien routé et il y a quand même des trucs qui sont vachement contraignants. Bon, néanmoins, j'ai pu réussir à refaire un deuxième prototype, mais basé sur un autre principe qui est, comme les sources d'alimentation ici sont éventuellement polluées, on ne va pas les utiliser, on va utiliser une source de tension de référence. Et c'est ça qui est en général utilisé pour tous les appareils qui nécessitent une source de référence. Par exemple, ça peut être des multimètres de très très haute précision qui utilisent des systèmes, par exemple double intégration, des choses comme ça, qui sont toujours une comparaison de charges, de condensateurs, des choses comme ça, et ces sources de courant sont issues de sources de tension ultra stables. Donc on a pas mal d'applications qui nécessitent ces sources de tension de référence extrêmement stables, extrêmement propres, très peu bruyantes. Et donc, on va passer à ce type de logique, ce type de schéma pour le prototype d'après. Alors c'est ce qui est expliqué ici. Mais avant de rentrer dans le détail de ça, on va quand même comparer ces régulateurs. Parce que ici, le premier montage utilise un régulateur qui est un régulateur récent, dont on se dit, il doit être assez bon. En plus, c'est un régulateur à tension fixe, donc un composant, c'est prêt. Ici, j'utilise la sortie de ce régulateur-là. En fait, dans le prototype d'avant, je reliais ça à ça et puis ça continuait, quoi. Mais bon, le problème, c'est que les régulateurs ne se valent pas. Et dès qu'on commence à mettre le nez dans les notices, les descriptions de ces trucs-là, on trouve des différences assez flagrantes et assez énormes. Et c'est pas ce qui est le plus récent qui fonctionne le mieux. Il faut bien voir que c'est toujours du compromis entre tel et tel paramètre. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est assez chiant à faire parce qu'en général, les constructeurs ne présentent pas les choses tout à fait de la même manière, donc il faut essayer de faire des recoupements. J'ai pris 4 régulateurs courants, dont celui qui est utilisé ici, dont celui qui est préconisé par ESS, ainsi que 2 autres qui sont couramment utilisés. Et on va comparer quelques données qui sont dans ce contexte-là importantes. Donc dans ce tableau-là, j'ai pris donc 4 régulateurs. Donc, celui d'origine qui n'existe pas en version ajustable, donc c'est la version 3V3. Le LT1117 qui est celui préconisé par ESS, qui existe en ajustable et en tension fixe. Le LT1086 qui est en fait un successeur du suivant, du LM317, qui est vraiment le truc le plus connu, et lui qui n'existe qu'en ajustable. Le LT1086 existe en ajustable, il a des caractéristiques similaires au 317, et existe aussi en version fixe. Et le LT1117, donc ça c'est celui préconisé par OSS. Et c'est intéressant de comparer les caractéristiques de ces choses-là parce que en fait elles sont assez différentes. Voilà. Donc j'ai choisi ici 6 valeurs de comparaison, sachant qu'il y en a tout un kilomètre cube en fonction des courants, des tensions, c'est difficile de faire le groupement. Bon, c'est de faire de telle sorte que ce soit à peu près comparable. Donc j'ai choisi le bruit en sortie, en volt RMS, en microvolt RMS, la régulation de ligne et la régulation de charge. Alors, la régulation de ligne, c'est quoi? La régulation de ligne, c'est la variation de la tension de sortie lorsqu'on fait varier la tension d'entrée. Okay, donc, l'unité, c'est des pourcentages de variation en sortie par volt de variation d'entrée. Ensuite, il y a la régulation de charge qui est la variation de la tension de sortie en fonction du courant d'évité, okay, en pourcent. Ensuite, 3 valeurs de réjection d'ondulation en entrée. C'est-à-dire, si l'entrée est une tension fixe avec superposée une ondulation, en général, c'est ce qui sort du pont de diode et de la capacité, c'est l'ondulation, c'est pas du bruit, en soi c'est vraiment l'ondulation. C'est en fonction de la fréquence de cette ondulation et son amplitude, de combien elle va être atténuée en sortie, en décibels. Donc j'ai pris l'atténuation de la réjection d'ondulation à 100 Hz, 10 kHz et 100 kHz. 100 Hz, ça permet de voir tout ce qui sort de la capa quand on a des filtrages double alternance. 10 kHz, 100 kHz, c'est ce qui permet aussi de voir jusqu'à quel seuil le bruit
qui déboule dans le régulateur peut être atténué. Et on va voir que ces régulateurs-là ne sont rien d'autre que des amplificateurs opérationnels avec une source de référence de tension. Et évidemment, c'est un système bouclé avec une contre-réaction qui va baisser dans la haute fréquence. Et on va voir que la réjection, en fait, va baisser avec la fréquence. C'est normal, c'est tout à fait c'est inévitable, on n'y peut rien. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est de comparer les régulateurs entre eux. Alors, le premier, c'est celui qui est fourni dans le kit. Okay. Alors, d'abord le bruit. Le bruit, en fait, c'est un régulateur très silencieux. Par rapport aux autres, il est 2 fois plus silencieux en valeur RMS. Les autres sont donnés quasiment de la même manière, c'est 100 microvolts. Hein, et lui fournit 40 microvolts maximum. En plus, le 3V3, c'est celui qui est le plus défavorisé en niveau de bruit. Et le bruit diminue quand la consommation diminue. Par contre, il tend à stagner à 40 microvolts jusqu'au maximum d'intensité consommée. Alors ça, il est avantagé sur ce paramètre-là. Mais néanmoins, c'est un paramètre finalement, est-ce que c'est si important que ça? Le bruit est faible, mais le bruit peut être atténué en sortie par une self-série ou des choses comme ça. C'est un bruit qui contient de tout. C'est difficile de savoir si c'est de la basse fréquence ou haute fréquence. C'est un bruit au sens large du terme. Donc, ce bruit-là, d'ailleurs, est bien entendu, comme tout bruit, mesuré sur une bande passante. Ici, je crois, c'est 10 Hz, 100 kHz, comme toujours. Bon, donc, le premier est avantagé ici. Alors après, les régulations de ligne et régulations de charge. Ici, j'ai mis le 1 ici, c'est-à-dire que j'ai dû essayer de recalculer les valeurs parce qu'ils fournissent des millivolts et non pas des pourcentages par volt. En fait, comme la tension de sortie est fixe, ils peuvent calculer directement le taux d'ondulation sur une plage de variation de tension en entrée. Donc ici, c'est en pourcentage. Je l'ai ramené en pourcentage par volt, donc on est en gros à 0,1 pour ce modèle-là. Sachant que ça varie un petit peu d'une tension à l'autre, mais dans l'absolu, celui-là est le plus désavantagé parce que c'est la tension la plus forte qu'on peut avoir dans ce modèle-là. La variation de charge, pareil, c'est donné en millivolts. Bon, je l'ai ramené en pourcentage en divisant par la tension de sortie, etc. Donc c'est à peu près équivalent à 0,1%. Par contre, les autres, alors au niveau régulation de charge, ils sont tous à peu près équivalents. C'est-à-dire qu'ils varient de 0,1% lorsqu'on les charge brutalement au niveau de courant. En régulation de ligne, au niveau variation de tension entre sortie et entrée, donc c'est plus de l'ondulation, on a vraiment des très grandes différences. Et ce qui est étonnant, c'est que plus on va vers le LM317, plus c'est bon. Et le LM317 est vraiment excellent au niveau régulation ligne. Alors après, attention, ça dépend du courant sur lequel ça a été évalué. Donc le LT, il est défavorisé parce que c'est donné à 750 mA, alors que les autres sont donnés à 500 mA. Donc la régulation de ligne est moins bonne à des tensions supérieures, à des courants supérieurs. Donc ici, il est défavorisé. Je pense qu'il doit être peut-être, je sais pas moi, peut-être à 0,05% à 0,5 A. C'est difficile. Mais disons que bon, il est quand même très supérieur il est très supérieur en mauvaise régulation par rapport aux autres qui sont beaucoup plus faibles. Et étonnamment, c'est quand même le LM317 qui est le meilleur. Il a fallu que j'aille vérifier quand même sur les fiches pour être bien sûr, effectivement. Alors j'ai pris les deux valeurs typiques, j'ai pas pris les valeurs extrêmes, les plus défavorables, etc. J'ai pris les valeurs typiques ici, parce qu'après, on n'en sort plus. J'ai essayé de les mettre tous à peu près dans la même situation. Donc, la régulation ligne est bien meilleure sur les autres. Et ça, c'est vachement important. Déjà, sur le LT1017, elle est bien meilleure que sur l'autre. Donc là, l'ondulation qui rentre va être fortement atténuée sur ces modèles-là. Et celui-là, le modèle le 1963, n'est pas très bon. Donc, LM317, LT1086, pour moi, c'est un meilleur choix. Ça marche mieux. OK ? Et lié à ça, les réjections des ondulations, sachant que la régulation de ligne, c'est pas avec une variation comme ça, une sinusoïde superposée à une tension continue. La régulation de ligne, c'est calculé simplement sur un échelon. C'est-à-dire qu'on fait passer la tension d'entrée d'un état à un autre et on regarde vers quoi va aller le régulateur. C'est pas du tout comme la réjection où on superpose une fréquence à l'entrée, on regarde ce qui en sort à la sortie. C'est lié quelque part, mais il y en a un qui est statique et l'autre qui est dynamique.
Donc la réjection, elle, qui est importante, ce qui est vraiment ce que l'ondulation va être passée ou pas en fonction de sa fréquence et en fonction de son contenu harmonique. Ici, le LT 1963, 65, 53, 38 en décibels. Donc voilà. Et ici, on est pareil, un courant de 0,75 ampères, contrairement aux autres où on est un courant de 0,5. Donc il est un peu désavantagé. Mais pas tant que ça. Quand on regarde les datasheets, de temps en temps, ils fournissent des courbes, par exemple d'une réjection à une fréquence donnée en faisant varier le courant. En fait, ça devient plat à partir d'un certain seuil. Donc on doit être à peu près ça. Mais néanmoins, il est quand même nettement moins bon que les autres, surtout à 100 Hz. On a 20 décibels d'écart avec le LT1086. 20 décibels, c'est un rapport 10. C'est quand même pas négligeable. Hein. Donc ici, il est particulièrement pas bon en taux de réjection, d'ondulation. Il n'est pas très bon. Le LM317 est très bon, lui. En haute fréquence, il est meilleur que tous les autres. C'est-à-dire que l'ampli-op va plus haut en fréquence. Et la contre-réaction est encore efficace à 10 kHz. Le LM317, c'est un excellent régulateur. Il est très sous-estimé parce qu'il n'est pas assez cher, il est vieux, mais c'est un excellent régulateur. Alors en mettant un réseau style RC en entrée ou des selfs ou des choses comme ça, on peut obtenir une régulation et un silence vraiment excellent avec ce truc-là. Le LT1086, lui, il est un petit peu meilleur en réjection à 100 Hz. Bon, moi j'ai pris celui-là parce que j'en ai plein en stock. Hein. Mais ils sont interchangeables, ils ont la même tension de référence, l'un est un substitut de l'autre, donc on peut vraiment les interchanger et puis les choisir comme on veut. Donc plutôt que d'utiliser celui qui est préconisé, autant prendre les valeurs sûres, LM317 ou LT1086, et puis voilà. Donc c'est vraiment important d'aller vérifier les vraies caractéristiques de ces régulateurs-là. Alors c'est des romans fleuves, mais ça dit beaucoup de choses. Et ça dépend de l'application qu'on veut en utiliser. Si moi je cherche à avoir le silence le plus total, je vais d'abord regarder la réjection et éventuellement le bruit, mais surtout la réjection de l'ondulation, qui risque de passer devant le bruit en fait. Après, il faut calculer les ordres de grandeur et voir si le bruit va passer devant la réjection. Si la réjection est très forte, en fait, c'est le bruit qui va passer devant. Donc, mais un bruit comme ça, surtout en haute fréquence, c'est plus facile à supprimer qu'une ondulation à 100 Hz. Donc, disons, c'est un mélange des deux, et bon, après, il faut vraiment regarder ces paramètres-là. Si on veut une alimentation à fort courant et qui tient le fort courant, en fait, on va regarder plutôt la régulation de charge. Parce que le bruit, finalement, ça va peut-être pas être forcément ce qui est le plus important, surtout si ce qui est alimenté est assez insensible au bruit. Comme des ampli-op ou des choses comme ça, ou des amplis de puissance, il y a une réjection du bruit de l'alimentation qui est assez élevée. Donc, ici, je conseillerais plutôt d'utiliser des valeurs sûres plutôt que ces trucs exotiques, petits, fixes, incomposants, mais qui ne marchent pas si bien que ça. Ce qui explique déjà qu'il y a quand même du bruit en sortie si on se contente de ça. Si on met ça pour filtrer en plus, on améliore vraiment les choses. Mais le problème, c'est que cette sortie est partagée sur d'autres choses. Et on a des choses qui déboulent, qui peuvent débouler. Bon, c'est pas surtout très clair. Et en plus, sur ce circuit-là, une des deux alimentations comme ça, parce qu'il y en a une par canal, une des deux sert aussi à alimenter autre chose. Ce qui est encore pire parce qu'en fait on a une dissymétrie sur les deux alimentations. C'est pas top, quoi. C'est pas top. Bon. Puis en plus, le routage n'est vraiment pas terrible. C'était fait par quelqu'un qui n'utilise pas des règles de routage extrêmement fiables. Il y a quand même des trucs vraiment bizarroïdes. Surtout le routage de masse, c'est vraiment bizarre. Enfin bref. Néanmoins, pour essayer d'améliorer les choses, en fait, plutôt que d'utiliser donc un régulateur comme source de tension, même si en interne il y a une tension de référence, mais elle n'est pas toujours très bonne et on ne sait pas trop ce qui se passe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une tension de référence comme source de tension et elle va piloter les ampli-op, des choses comme ça, pour pouvoir attaquer les DAC. Alors, une remarque sur justement la tension de référence dans les DAC. Ces DAC qui nécessitent une tension de référence fixe, c'est un sous-ensemble des DAC qui existent. D'une manière plus générale, un DAC, ce qu'on appelle un DAC multiplier, en fait, c'est un amplificateur dont le gain est piloté par un chiffre, par une valeur numérique. Simplement, la tension de référence, c'est une tension variable. C'est une tension variable qu'on va moduler en fonction d'une valeur numérique, donc un nombre, qui va se retrouver en sortie.
Ça, c'est la version généralisée du DAC. Et tous les DAC ne supportent pas avoir une tension de référence variable. Donc ceux qui supportent une tension de référence variable sont ce qu'on appelle des DAC multiplicateurs. Simplement parce que la sortie, c'est la multiplication de la tension d'entrée, variable, par un nombre binaire. Et c'est ça le rôle du DAC à l'origine. C'est pas autre chose que ça. C'est faire un ampli avec du gain numérique. Donc ici, on n'est pas dans le cas où on fait varier cette tension de référence qui devient en fait le signal. Et en fait, le DAC multiplicateur a deux signaux. Il y a un signal numérique et un signal analogique qu'on va faire, qui est variable et qui va se retrouver en sortie. Donc ici, notre but là, c'est surtout d'avoir une tension de référence fixe. Alors là, on va utiliser une source de tension assez courante qui est, c'est vieux. Alors ça, pour le coup, c'est assez vieux. C'est une source de tension, c'est la série LM399, LM199, 299, qui sont en fait la même, sous différentes caractéristiques, etc. Alors ces sources de tension sont extrêmement stables. Surtout celle-ci, et c'est la version encore plus stable, la LTZ1000. Ces sources de tension, ce sont en fait des ZNR avec un élément chauffant qui maintient la ZNR à une température. Ce qui permet d'avoir un coefficient de température extrêmement faible, extrêmement stable. Ce qui nous permet à la fois d'avoir une tension de référence qui ne bouge pas, et en plus, ce sont des sources de tension qui fournissent très peu de bruit, qui peuvent être en plus filtrées après coup. Donc, ici, l'alimentation va servir à alimenter la source de tension, et non pas à servir de tension de référence elle-même. Et cette source d'alimentation va être amplifiée, parce qu'elle ne peut pas être chargée par directement à un montage. Ce sont des ZNR, donc c'est juste une tension comme ça qui ne supporterait pas d'être chargée. Donc on va utiliser après un système de bufferisation qui permet de donner ces tensions de référence. Alors ici, pour le jeu, on va dire, j'ai rajouté le fait de faire ça variable. Donc c'est pas utile pour le DAC en soi, mais ça permet aussi d'aborder un autre problème qui est essayer de fournir une tension de référence qui aille jusqu'à 0 volts. Le tout avec une tension d'alimentation unique. Après, on va voir pourquoi. Mais disons, alors, le principe c'est quoi? On a une alimentation. Donc ça, c'est une alimentation qui utilise ce régulateur-là. Pour des raisons qu'on verra après, justement, ces fameuses, pour pouvoir aller à 0 volts lorsque c'est variable, en fait, je suis obligé de faire une alimentation séparée. Je ne peux pas récupérer la partie diode qu'il y a sur le circuit imprimé parce qu'elle est en contact direct avec la masse et je suis obligé d'être décorrélé de la masse pour ça. Donc ici, je suis obligé donc, sur la plaque de mettre un pont de diode, un filtrage normal, un régulateur ajustable ici avec les deux résistances qui gèrent la tension et une sortie. Alors, on verra après ce truc-là. Donc, on a une simple alimentation, toute bête. Ensuite, la source de tension de référence. Ici, donc à LM399. Alors, on en trouve un peu partout. Moi, j'en ai quelques-unes ici. C'est une tension de référence d'environ 7 volts. Alors, la tension, elle n'est pas précise, mais elle est stable. Alors là, c'est pas très grave. Donc là, c'est à peu près 7 volts. Donc, cette tension de référence, la ZNR est juste polarisée avec une tension pour avoir un courant qui circule dedans. Il faut qu'il y ait un courant qui circule dedans, sinon ça ne fonctionne pas. Donc c'est à peu près un courant de 1 mA, si on l'adopte. Donc ici, en fonction des tensions que j'ai, avec une résistance de 3 kΩ, j'ai un courant de 1 mA dedans. Et au bord de cette ZNR, on a une tension fixe, extrêmement stable. Et juste derrière, alors j'utilise simplement un potentiomètre, mais comme moi je veux avoir dans mon montage 3,3 volts, mais pas plus, parce que sinon je pourrais détruire ce qui va suivre. J'ai un pont diviseur 11K et 10K, c'est un potentiomètre de 10K, un ajustable de 10K, qui permet d'être au maximum avoir 3 volts 3, c'est-à-dire 6 volts 9 avec un rapport de 11 sur 10, donc on a à peu près 3 volts 3 au point au maximum. Donc ici c'est pour éviter que lorsque le potentiomètre est à fond, d'avoir une tension de sortie qui soit trop grande. Donc ici c'est juste un pont diviseur. Un filtrage, alors ça c'est un filtrage qui est préconisé par la notice d'utilisation de ce régulateur-là. Il y a plein d'exemples de schémas de cette source de tension, positif, négatif, dans toutes sortes de situations. Et donc j'ai repris la cellule de filtrage qu'ils mettent avant d'attaquer ici des ampliopes, des simples buffers.
ici, des simples buffers. J'aurais pu me contenter de mettre directement ça en sortie des buffers. Alors simplement j'utilise ici Ampliop standard, double, LME 49720, ou la quasi-version double de l'AD797. Il est quasiment équivalent, il est un petit peu moins bon, c'est l'AD8599. Et il y a des versions doubles. Ici, c'est la version double, ce qui est plus pratique. Et il n'est pas trop cher. Il est à peu près du même prix que le 797 qui est simple. Donc, c'est plutôt ça que j'ai utilisé. Donc, je divise par deux parce que j'ai deux canaux. Donc, j'ai deux par sortie. Mais pour des raisons pratiques, d'ailleurs, il y a une erreur dans le schéma. Il y a une erreur dans le schéma ici et là. Pour des raisons pratiques, je fais un étage de sortie avec un FET, ce qui me permet de pouvoir consolider la sortie. Donc ici, ça me permet de charger directement et avoir un moyen d'avoir vraiment le 0 volt là. Alors ça c'est optionnel, on pourrait prendre directement en sortie, mais bon, je vais faire ça comme ça, juste pour essayer. C'est une expérimentation. Après, c'est peut-être plus intéressant de s'arrêter là. Peut-être que là, j'aurai plus de bruit parce que ici, j'alimente. Mais bon, après, on verra ça. Donc ici, j'ai utilisé ce système. Alors ici, il y avait une erreur. Hein, là, je viens de m'en rendre compte. En fait, la contre-réaction, elle est bien sûr en sortie et non pas... C'est-à-dire que l'Ampliop va faire de telle sorte, piloter ça de telle sorte que la sortie soit égale à la tension ici, évidemment. C'est-à-dire que le transistor doit être inclus dans la boucle, évidemment. Bon, qu'importe. Alors, le souci ici, c'est que j'ai voulu le rendre variable, juste pour l'exercice, hein, de telle sorte qu'en sortie, je puisse atteindre 0 volts. Donc de 0 à 3 volts 3. Le souci, c'est que si j'avais une simple tension, ici, bon, à peu près 14 volts, quelque chose comme ça, avec simplement la masse, l'Ampliop ne sortirait pas le 0 volt. Tout simplement, il plafonnerait, on va dire, peut-être 1 volt et demi au-dessus de la masse. Parce que ce ne sont pas des amplis qui sont pleine échelle, c'est-à-dire qui aillent de chaque côté de l'alimentation. Mais quand bien même, si c'en était un, on n'arrive pas tout à fait à l'exacte tension d'alimentation. Donc si on veut ici obtenir 0 volt, il faut avoir une tension légèrement négative au niveau de l'alimentation de l'Ampliop. Sinon, on n'arrivera jamais à obtenir 0 volt. Donc on est obligé de descendre. Alors, pour faire ça, alors que je suis limité avec les transformateurs qui sont fournis, avec un seul bobinage, il y a un moyen simple de rendre l'alimentation flottante et d'imposer un point de masse au milieu. Alors, comment on fait ça ? Si je n'avais pas ce système-là, ben j'aurais ici à peu près 14 volts. C'est à peu près ce qui est fait là, 14 volts. Et j'aurais la masse. Voilà. Moi, ça ne me convient pas. Je voudrais plutôt ici, par exemple, ici 12 volts, avoir la masse ici, et avoir moins 2 volts. Voilà. Alors ça, c'est pas critique. Ce qui compte, c'est qu'il est un petit peu en dessous. Alors, un moyen de le faire, c'est d'imposer une tension entre les deux et de mettre la masse là, évidemment, et d'alimenter ce circuit ici. Alors ici, ce circuit a une charge quelconque. Alors la charge, c'est tout ça. Hein. Et alors, en fait, le courant, lui, il va repartir ici, ou éventuellement, si ici j'ai des choses qui vont à la masse, si là j'ai une charge qui va entre l'alimentation ici VCC et la masse, comme par exemple ici si je mets quelque chose en sortie, ça peut être la ZNR là, ici ben, je vais avoir le courant qui va passer là, et puis repartir vers l'alimentation, par là, via les diodes. Ou alors si ce qui est alimenté directement entre VDD et VCC, comme par exemple l'élément chauffant du truc, ben, ça va passer ici. Et ici, j'ai forcément une tension qui est imposée par les diodes. C'est la chute de tension des diodes, environ 0,5, 0,6 volts. Donc ici, j'ai pris une réserve de 4 diodes en série. Donc ici, je vais avoir une chute de tension forcée par les diodes. Et si j'impose la masse ici, ben ici, je vais avoir une tension négative et une tension positive un peu plus basse là. Alors, c'est le rôle ici des diodes qui sont là, qui sont filtrés par une capa ici.
Donc ici, je vais imposer une chute de tension. Et tout ce qui va être entre VCC et la masse, donc ici j'ai cette ZNR là, éventuellement j'ai des trucs qui vont passer ici, ben, tout ce qui descend à la masse, de toute façon tous les courants qui vont aller à la masse, en fait, et qui sont liés à cette alimentation là, vont revenir à la masse et vont repartir ici. Donc ici je vais avoir le courant de tout ce qui est consommé qui traverse les diodes. Alors, ce qu'on pourrait penser, c'est que ça, comment ça va interférer avec toutes les autres alimentations qui existent sur le circuit. En fait, ça n'a aucune importance. Alors, c'est simplement l'application de la loi des mailles et de la loi des nœuds. Ici, j'ai une alimentation. On va dire une alimentation comme ça. Où j'ai une partie qui est, via des diodes comme ça, la masse qui est là, et une autre partie qui est comme ça. Ça, c'est ça. Et de la masse, j'ai aussi d'autres alimentations qui débitent dans des charges. Et admettons, la masse, elle est là. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui va sortir de là puis rentrer ici? En fait, absolument pas. Parce que ici, ce sont des boucles totalement indépendantes. C'est-à-dire que ici, même si ici, j'ai un fil qui va là, ça va aller ici. Ça ne va pas partir par là parce que cette alimentation-là crée une boucle là, il y a une boucle là et une boucle là. Il n'y a pas de boucle ailleurs. Il y aurait une boucle s'il y avait un deuxième conducteur qui viendrait se placer quelque part. Mais comme ici, il n'y a qu'un seul conducteur qui est la masse, il n'y a pas de courant qui va circuler là parce que ce sont deux trucs indépendants et il n'y a que des boucles de courant séparées. Donc ça ne va pas interférer avec le reste. Il faut faire attention, bien entendu, qu'il n'y ait pas un lien qui vient se faire quelque part ici. Dans ce cas-là, il y aurait des boucles intérieures qui viendront se former. Mais ça, c'est le principe, c'est la loi des mailles. C'est-à-dire que le courant ne circule que dans des mailles fermées. Deux mailles qui tournent comme ça, qui sont reliées avec un fil, il n'y aura jamais de courant entre les deux. Ce seront toujours des courants qui viennent de là. Le courant se fait toujours dans une boucle, avec des générateurs et puis des charges. Donc ici, il n'y a pas de problème. Et donc ça, c'est un moyen simple de réussir à choper une tension négative en imposant un point milieu et le mettre à un potentiel fixe. Le seul contrepartie, c'est que bon, déjà le courant va passer dans les diodes, forcément, et on perd une tension d'un côté qu'on va récupérer de l'autre. Mais par ce biais-là, comme j'ai besoin que de 3 volts 3, et que la ZNR, je peux encore l'alimenter sous 12 volts, ben, ça rentre dans les clous, il n'y a pas trop de soucis. Donc voilà à peu près le style de schéma qu'on va essayer. Alors j'essaierai de sortir ici pour voir, et de sortir là, puis de comparer si faire ça, par exemple, va rajouter du bruit dû à l'alimentation. Parce que la réjection ici risque d'être beaucoup moins bonne que la réjection là. Mais ça, c'est l'expérimentation qui va nous le dire. Mais disons que bon, c'est un montage un peu plus compliqué que nécessaire, mais qui, bon, c'est juste pour la beauté du geste, hein, c'est juste pour voir si choisir une source de référence de tension pour créer une référence de tension pour un DAC en vaut la chandelle. Donc là, actuellement, bon, j'ai le circuit qui est fait, enfin qui va se faire, j'ai les calques qui sont faits, c'est routé, tout ça. Et donc après, ben, on essaiera dans un prochain épisode, je vous montrerai un peu les différences entre tout ça. Alors, je vais juste faire un petit dernier truc sur les sources de tension disponibles dans le commerce. Okay. Donc, on va parler un peu de ces sources de tension qu'on peut trouver un peu partout, qui sont en gros de deux sortes. Alors, il existe en gros, hein, il y a d'autres variantes, mais il existe en gros deux formes de sources de tension. C'est les ZNR enterrés, les buried ZNR, et les trucs à band gap, à bande de valence, enfin, écart de bande entre bande de conduction et bande de valence. Enfin, c'est ce qu'on appelle les band gap. Elles sont basées sur deux principes différents, sachant que le but, c'est surtout d'avoir un coefficient de température le plus faible possible. C'est-à-dire que la tension qui sort de ce truc, de ces montages, ne bouge pas avec la température. Et elle fonctionne toujours par des systèmes de compensation. Mais les systèmes sont différents. Alors, les plus stables, les plus silencieuses sources sont les ZNR enterrés. Alors, les plus connus, c'est par exemple donc, ici le LEM 199, 299, 399, qui sont simplement des versions plus ou moins triées dans le genre, et LTZ1000. Ça, c'est vraiment les cas les plus... Alors là, on est à peu près entre à peu près 1 ou 0,5 ppm, parti par million. Ici, on a 0,05 ppm. Alors, ce sont toujours des ZNR qui sont fabriqués d'une certaine manière.
donc les Zener enterrés, on verra pourquoi, ce sont des composants qui sont chauffés dans un réceptacle et maintenus à une température constante. Donc le LM199, il est toujours présenté sous la forme d'un élément chauffant et d'une Zener, mais ça, en plus c'est indépendant, mais ça c'est une vision vue de l'extérieur. Mais en fait cet élément chauffant, c'est tout un système de régulation qui contient des jonctions qui viennent tâter la température et qui vient réguler le courant dans l'élément chauffant pour maintenir une température constante. Et la Zener, elle n'est pas toute seule, elle est entourée d'une circuiterie aussi qui permet de la maintenir et de la compenser. Les Zener sont en fait, en réalité, elles ne sont pas toutes seules. Les Zener, ce sont des composants qui ont un coefficient de température qui est dans un certain sens, qui est positif. Le problème, c'est que ce coefficient de température positif, quand on le supprime, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on profite, lorsqu'on utilise une diode dans le sens passant, que son coefficient de température est négatif. Et on fait une association entre une diode et une diode Zener. Et leurs coefficients de température vont se compenser. Et ils se compensent qu'à une plage de tension bien particulière. Alors, comment ça se passe? D'abord, dans ces sources de référence, on n'utilise pas des Zener tels qu'on peut acheter dans le commerce. Les diodes Zener simples ont des coefficients de température absolument immondes. C'est peut-être 1000 ppm, enfin c'est pas stable. C'est vraiment pas stable, c'est vraiment des trucs simples qui fonctionnent habituellement suffisamment pour une application normale, mais elles ne sont pas du tout stables. Certaines sont compensées. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement il y a une Zener, mais en plus il y a des diodes en série avec qui font que c'est compensé en température. Et souvent, ce sont des diodes qui ont des tensions de l'ordre entre 6 et 9 volts dans ces eaux-là. Alors, comment ça se passe? Alors, ces Zener de haut de gamme ne sont pas des diodes, ce sont des transistors dont on utilise une jonction sous la forme d'une Zener. Parce que dans les transistors, dans la fabrication, la qualité de fabrication est très supérieure à une simple diode, par le principe. Donc, une manière de faire une Zener, il y en a deux. Par exemple, avec un NPN, c'est de prendre un transistor NPN, de relier ça et comme ça. Donc ici, on se retrouve avec une diode Zener comme ça. Un autre moyen de le faire, c'est ici de prendre la jonction VBE et de relier le collecteur à la base. Ici, c'est pareil, c'est du même genre. Donc ici, on a des Zener. Ce sont des Zener, sachant que, en fait, alors ça, c'est une Zener, ça veut dire que ici, si j'alimente ici en plus et à la masse, donc c'est une diode qui est polarisée en inverse. Donc ici, je vais avoir en fait une valeur Zener qui va être de 6 volts et D, quelque chose comme ça. C'est de telle sorte qu'on se retrouve dans une zone bien particulière où l'effet Zener est le plus intéressant. Il y a vraiment une plage de tension où en fait il y a déjà naturellement un coefficient de température qui est très stable. Mais ce n'est pas encore suffisant. Alors, l'idéal pour pouvoir faire ça, c'est à la fois d'avoir une Zener et d'avoir une diode. Mais si moi je travaille dans l'autre sens ici, en fait j'ai une simple diode utilisée dans le sens direct, qui lui a un coefficient de température négatif. Donc, ce qu'on peut faire pour avoir quelque chose d'encore plus stable, c'est de mixer les deux. Donc, par exemple, de mettre ce montage-là. OK. Et derrière, de mettre un montage d'un transistor en diode. Voilà. Donc ici, je suis en Zener. Ici, évidemment, je suis dans le même sens. Sauf que ici, je suis plutôt comme ça. Pardon. Voilà. Sauf que ici, je suis en mode diode ici, et je suis en mode Zener là. Et le courant, bien sûr, travaille comme ça. Et là, comme j'ai la température ici qui est positive, ici je vais avoir une température négative, en fait, les deux vont se compenser. Alors, il peut y avoir plusieurs diodes, à la limite. Selon la Zener qui est là, on met une ou plusieurs diodes, ou des diodes qui ont des caractéristiques différentes.
Donc ça, c'est le principe des zénères compensés en température. Donc ce sont des éléments à deux fils, mais qui contiennent plus qu'une zénère. Ils contiennent toute une circuiterie, tout un système de compensation. Ça, c'est... Et les zénères enterrées, elles, à la fois contiennent ce genre de truc, et en plus, c'est mis dans un ensemble isolé thermiquement et avec un élément chauffant interne qui fait que la température interne devient très stable. Donc, non seulement c'est compensé en température, mais en plus, la température autour, elle est régulée. Donc, ça fait quelque chose, évidemment, qui est extrêmement stable. Ce qui est ici dans le LTZ1000, faut bien voir ce que ça veut dire, ça. Hein. Ça, c'est potentiellement, de là à faire un montage qui atteigne ça, faut se lever tôt. Hein. Parce que là, il y a tout qui va jouer autour du composant, et c'est extrêmement difficile d'obtenir ça dans la réalité. Mais c'est-à-dire à quel point c'est stable, quand on met toutes les compositions en même temps. Alors, je vais finir par, en fait, l'autre type. J'ai fait un petit cours d'électronique sur les sources de tension en band gap. En fait, c'est le premier qui a pondu ce truc, qui est en fait un truc extrêmement astucieux. C'est extrêmement astucieux. C'est Weidlar. C'est un personnage haut en couleur qui a créé ce premier système qui permet d'obtenir des tensions de référence stables à partir de transistors, sans zénère. Donc il n'y a pas de zénère là-dedans, c'est simplement, encore une fois, un principe de compensation entre température, coefficient de température de différentes choses qui sont mises ensemble, histoire de se faire. Alors ça part de quoi? C'est vraiment, c'est une logique vraiment qui se construit assez simplement. Alors, quand on a un transistor, ici, quand le transistor conduit un courant I, ici on a VBE, en fait le transistor, ses caractéristiques changent avec la température. Okay. Et donc, si j'ai un autre transistor avec un autre courant qui est différent, si j'ai un autre VBE, en fait, la tension VBE diminue avec la température pour un même courant. Ça, c'est une première chose. Donc, si la température augmente, VBE diminue. Donc, on a un coefficient de température négatif. Mais, si j'ai deux transistors avec deux courants différents, ici, et que je fais augmenter la température, l'écart entre les deux VBE, ici, ce que j'appelle delta VBE, augmente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que quand j'ai un courant, admettons, I, la tension VBE va descendre comme ça avec la température. Quand j'ai un autre courant I', par exemple, qui est plus faible, en fait, la chute en VBE du courant est plus lente. Donc, l'écart entre les deux va augmenter avec la température. Par contre, tous les deux diminuent, mais ils ne diminuent pas de la même manière. Donc, ici, delta VBE augmente, donc le coefficient de température est positif. Le souci, c'est, vu les courbes, en fait, ce delta VBE là, il est beaucoup plus lent, il est plus lent que le VBE. Alors ce qui serait bien, c'est de réussir à choper un coefficient de température négatif, c'est-à-dire une tension VBE quelque part, un delta VBE amplifié suffisamment pour obtenir quelque chose qui soit du même ordre de grandeur. Et c'est toute là et la subtilité. Donc c'est vraiment simple comme principe. Donc ce qu'il nous faut, c'est d'abord quoi? Il nous faut deux transistors qui sont passés par un courant différent, chacun de l'autre. Donc un courant d'un côté qui est supérieur à l'autre courant. Alors d'abord, comment faire un système avec deux courants? C'est simple, on prend un miroir de courant. Donc je vais prendre un miroir de courant, vraiment le plus simple. En plus, le fonctionnement des miroirs de courant, c'est vraiment un truc... voilà. Donc ici, bon, je mets une tension V, de telle sorte que ici, je vais avoir un courant I0. Alors, ici, comme les trucs VBE, ici j'ai un courant I0 qui va se balayer, ici j'ai qu'une diode.
Alors ça, c'est mis sous la forme symbolique d'un transistor mis comme ça, mais c'est parce qu'en réalité, ils sont fabriqués avec 2 transistors identiques, ce qui permet d'avoir des trucs équilibrés. Et ici, j'ai qu'une diode, et ici, j'ai un VBE imposé par ça, et par miroir, évidemment, imposé, j'ai un VBE ici qui est le même, et donc forcément ici, si j'ai une source quelconque de tension, je vais avoir un courant I0, environ, parce qu'il y a les courants bases qui viennent interférer, mais bon, on va rester simple comme ça. Voilà. Ici, j'ai un simple miroir de courant. Maintenant, j'ai 2 transistors, enfin j'ai 2 jonctions VBE, ici et là, qui sont attachées à un transistor, mais le problème c'est que le courant est identique ici. Et ce qu'il nous faudrait, c'est déjà, alors déjà on a notre VBE hein, qui traîne, mais il nous faut aussi un delta VBE. Mais là, il n'y est pas parce que j'ai le même. Donc, comment faire pour avoir 2 courants différents? Ben, c'est tout con. Ben, juste une résistance là. Comme ça, ce VBE ici, ben, il est partagé entre ici et là. Donc ici, j'ai, comme si j'ai un autre VBE qui est plus petit, il est inférieur à VBE. Ici, j'ai un bout là. Donc ici, j'ai 2 transistors qui vont être faits par un courant. Ici, je vais avoir un courant I1 qui va être inférieur à I0, parce que la tension VBE du transistor ici sera inférieure à celui-là. Comme il est moins polarisé, il va moins conduire le courant. Et ça, qu'est-ce qu'il y a au bord de la résistance ici? Le delta VBE entre les deux. Donc j'ai 2 transistors qui sont parcourus par des courants différents. Et en plus ici, j'ai l'écart de tension entre les deux. Et ça, c'est un coefficient de température positif. Donc on a notre truc. Ah, ok, très bien. Mais on voit bien que ça, c'est plus petit que les VBE et tout ça. Et l'échelle n'est pas suffisante. Eh bien, qu'à cela ne tienne. Si je mets ici une résistance R, par exemple, ici je vais l'appeler R1, résistance R2. Si ce R2 est supérieur à R1, ben, la tension delta VBE que j'ai ici, je vais la retrouver ici, parce que là, je suis parcouru par un courant, I', enfin I1 plutôt, pour rester là, j'ai le courant I1 là. Donc ici, la delta VBE, c'est R1 I1. Et ici, si j'ai R2, ici, je vais avoir on va voir, R2 sur R1, delta VBE. J'ai amplifié, si R2 est supérieur à R1, j'ai amplifié le delta VBE là. Donc ici, j'ai un truc amplifié avec un coefficient de température positif. Voilà, là j'ai exactement ce qu'il me faut en ce point-là. J'ai exactement ce qu'il me faut. J'ai quelque chose qui varie avec un coefficient de température positif. Bon, ben maintenant j'ai ça, mais il ne me manque plus qu'une jonction pour faire le tout. Alors comment on finit le truc? Ben, c'est simple. Donc ici, j'ai besoin d'une résistance pour pouvoir avoir un point de mesure, sinon ça va être forcé par la tension d'alimentation. Si j'ai une résistance qui permet de pouvoir mettre une valeur ici. Si ici je mets un simple transistor, comme ça, et là j'ai une tension de sortie. Ici j'ai un VBE, ici j'ai quelque chose, alors donc avec un coefficient de température négatif, j'ai un VBE qui vaut un certain truc là, qui vaut une valeur là-dedans, hein, qui est liée à... Et ici, j'ai une tension qui vient de là, qui a un coefficient de température positif. Si on calcule bien R1 et R2 par rapport aux caractéristiques de ces transistors-là, on peut obtenir ce facteur-là qui est exactement celui-là, ou tout du moins extrêmement proche. Et là, on va avoir un transistor qui va réagir d'une manière extrêmement rigide et qui va être parfaitement fixe en fonction de la température. Parce que lui, il va baisser son VBE là, mais ici, je vais avoir quelque chose qui va augmenter de l'autre côté. Alors, les rapports R1, R2, pour faire ça, sont calculés en fonction des caractéristiques physiques du semi-conducteur. Et c'est pour ça que ici, dans ce montage-là, le Vout vaut par exemple 1,24 V pour du silicium. Alors, on ne peut pas faire les tensions qu'on veut. Il faut, pour pouvoir avoir des coefficients de température qui se compensent, on est obligé de se mettre dans une situation très particulière qui est totalement liée au type de semi-conducteur qui est utilisé ici. Et c'est les caractéristiques des semi-conducteurs qui donnent
ces possibilités, ce rapport qui soit identique, et ça donne cette tension-là. Et c'est ce qu'on appelle, d'où le nom de band gap, parce que ces tensions-là sont liées en fait aux couches électroniques, aux couches énergétiques des électrons du matériau. C'est lié à l'énergie qu'il faut pour passer un électron de la couche de valence, de la couche au repos, à la couche de conduction, c'est-à-dire que le courant puisse passer. On enlève l'électron de l'atome auquel il est fixé pour pouvoir faire un courant. Il faut amener une certaine énergie, et cette énergie correspond à l'énergie entre les deux couches de conduction et de valence. C'est ce qu'on appelle l'écart entre les deux, c'est le gap. Et c'est lié aux propriétés physiques du matériau. Pour du germanium, c'est plus faible. C'est 0,7, quelque chose comme ça. Pour de l'arsénium de gallium, c'est plus élevé. Donc, ça ne fonctionne que pour une tension bien donnée. Après, on peut l'amplifier et faire ce qu'on veut derrière. Mais il n'y a pas de Zener, il n'y a rien de tout ça. C'est uniquement lié aux caractéristiques du matériau et avec, encore une fois, une compensation entre deux phénomènes. Donc, deux transistors qui ont des VBE différents parce qu'il y a des courants différents, qui est amplifié et après ramené sur un transistor qui lui a son propre VBE, et on lui impose quelque chose qui va dans l'autre sens, et lui il va fixer. C'est pour ça ici on est obligé de mettre une résistance là, c'est pour isoler cette partie là qui peut bouger d'une tension ici. Alors il y a plusieurs autres manières de le faire, il y a d'autres sources de tension de type band gap, ça c'est celle d'origine de Weidlar. Il y en a d'autres qui sont plus ou moins compliquées, parce que bon, il y a, bien entendu, elles ne sont pas parfaites, hein, il y a des versions encore un peu plus alambiquées, mais l'idée est là, c'est vraiment le principe d'un autre phénomène physique que l'effet Zener, qui est le phénomène de la jonction de la diode, la jonction ici, la diode VBE, qui a des caractéristiques physiques extrêmement stables et extrêmement faciles à déduire par rapport à la température. Donc voilà le principe de la band gap. Mais on obtient une tension plus faible. Bon, et c'est ce style de système qu'on retrouve par exemple dans les TL431, enfin dans des fausses Zener comme ça. Parce que TL431, c'est une Zener variable. Mais en fait, c'est une band gap à l'intérieur. C'est une band gap, simplement il y a ça, plus un amplificateur opérationnel SAS. Ça, c'est souvent utilisé dans les régulateurs de tension. C'est souvent un truc comme ça qui est mis dedans, qui sert de tension de référence de régulateur de tension. Hein. C'est souvent des trucs comme ça. Et après, bon, par exemple, pour les Zener variables, c'est en fait ce genre de truc associé à un ampli-op derrière pour faire différents types de... Et c'est pour ça que, par exemple, le TL431 supporte des tensions d'alimentation extrêmement variables. Tout simplement parce que ce montage-là, il dépend peu de la tension d'alimentation ici. Ça bouge quasiment pas. Simplement, bon, on va avoir plus de chute de tension dans la résistance ici. Ça, c'est assez rigide. Hein, donc voilà, mais c'est pour ça que bon, on peut mettre ce qu'on veut quasiment, ça bouge pas. Voilà, ça c'est vraiment le principe des band gap. Donc voilà. Donc ça c'était un petit tour sur les sources de tension, hein, c'est celles qu'on rencontre le plus. Alors là j'ai fait donc un montage qu'on va expérimenter à base du LM199, donc qui est plutôt une buried Zener. Après, on fera l'expérience ultime avec la LTZ1000. On fera une source de tension à base de LTZ1000 et on en profitera pour voir, lorsqu'on atteint vraiment ce seuil de stabilité, quelles sont les contraintes des composants à mettre autour qu'il faut vraiment résoudre avant de pouvoir prétendre avoir par exemple une stabilité de, on va dire, 0,5 ppm, ce qui est déjà considérable. On va voir que les résistances, le routage, les torsions, les contraintes qu'il pourrait y avoir sur le circuit imprimé, tout ça va commencer à jouer pour avoir une tension de sortie stable. Donc ça sera l'expérience ultime. Donc bon, ça nécessite des composants particuliers que je pourrais montrer. Néanmoins, bon, ici on ne va pas aller jusque là pour cette expérience-là, hein, parce que bon, c'est quand même... ça réclame quand même du temps d'acheter des trucs pour le mettre en œuvre. Mais déjà, le LM199 est une source de tension extrêmement stable. Donc voilà. Là, je vais finir sur ces Zener enterrés. Comment ça se passe? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, simplement, les Zener enterrés, ce n'est pas des Zener normales. C'est une diode. En fait, c'est une jonction de transistors. C'est une structure de transistor, mais c'est la jonction base émetteur qui est polarisée en inverse. Et si on regarde une jonction, par exemple ici, on va prendre jonction ici P et N.
Ok, bon, ici on va mettre P+, ici c'est pour les contacts ohmiques, mais qu'importe. Ici, bon, on a une jonction PN qui va être polarisée en inverse et qui va servir de Zener. Alors, l'effet Zener, il va avoir lieu en surface, enfin à l'interface entre les deux. Il va avoir lieu ici. C'est là que ça va se passer. Le problème, c'est que sur une jonction comme ça, le problème, c'est qu'avec le temps et avec l'utilisation, la Zener va varier. Et elle va varier, elle va devenir de moins en moins bonne et de plus en plus bruyante. Tout simplement parce que ici, dans ces zones-là, des impuretés venant de l'extérieur, alors ça peut être des impuretés du matériau d'à côté qui vient là, des impuretés qui viennent s'agréger dans ces zones de contact ici, qui viennent interférer avec le fonctionnement Zener. Et donc, ces Zener donc de surface ne tiennent pas dans le temps. C'est vrai pour toutes les Zener, par exemple, même les Zener enterrées, en fait, on les fait vieillir pour qu'elles deviennent de plus en plus stables. Le problème, c'est que ces Zener de surface ne se stabilisent pas dans le temps. Au contraire, elles se désagrègent dans le temps. Et ça, c'est pour ça que lorsqu'on a des grosses contraintes, on n'utilise pas ce genre de technologie qu'on laisse plutôt pour les Zener standards, ou éventuellement des Zener compensés, mais pas trop extrêmes. Alors, ce qui se passe, c'est que dans les Zener enterrés, en fait, on a carrément ici un système où, en fait, N il est là. En fait, on joue sur le dopage et sur la géométrie dans l'espace du truc pour forcer à ce que l'effet Zener n'ait lieu que sur une zone interne ici. Comme ici on est dopé beaucoup plus, en fait l'effet Zener va se faire à ce niveau-là, entre N et P, à l'intérieur. À l'extérieur, comme si on est dopé plutôt P-, donc on est beaucoup moins dopé, ici il n'y aura pas d'effet Zener. Ou l'effet Zener va se situer ailleurs plus tard. Donc en fait, c'est lui qui va passer devant, ici il ne va rien se passer. Et donc, ici, l'avantage c'est que cette zone Zener est totalement dans le matériau, elle ne peut pas subir d'impureté. Donc ici, il va y avoir une stabilisation dans le temps qui va se faire, mais elle va se stopper et ça va devenir d'une grande fiabilité. C'est pour ça qu'on appelle ça une Zener enterrée, c'est que en fait, l'effet Zener a lieu dans le matériau, à l'intérieur du cristal, là où il y a le contact entre les deux, et il n'y a pas à l'extérieur. Parce que les problèmes ici, c'est à l'extérieur. Ici, on a les fils qui sortent éventuellement, c'est à l'extérieur. Alors ici, c'est protégé. Et le truc se fait à l'intérieur. C'est pour ça qu'on appelle ça des Zener enterrés. Et en fait, sur une LTZ1000, alors il y a des photos sur internet de la puce, c'est vachement intéressant. En fait, la LTZ1000 vue du dessus, en fait, on a la Zener, donc on a les Zener, machin, et autour, on a des résistances comme ça, qui sont reliées. Donc, alors il y en a tout un lot, avec des fils qui vont sur les pattes. Alors ils sont reliés entre eux, là. Ici on a toute une circuiterie autour, parce qu'en fait, la LTZ1000, contrairement à l'autre, contient tout le matériel pour pouvoir faire de la compensation en température et l'asservissement du système chauffant. Contrairement à l'autre, le LM199, ici, il faut une circuiterie extérieure pour faire le chauffage et la stabilisation du chauffage. Mais le LTZ1000 inclut une jonction VBE qui permet de mesurer la température. Et donc, en faisant ce calcul-là et en comparant avec une autre jonction VBE qui est proche de la Zener, on peut faire par justement delta VBE, on essaie de les faire aller exactement pareil, de telle sorte qu'elles soient à une température stable et qui ne bougent plus. Donc, on est obligé d'avoir un ampli-up à côté avec un système, un pont de résistance qui permet d'équilibrer le tout. Donc, on est obligé de faire l'asservissement de température à l'extérieur, contrairement à l'autre qui est beaucoup plus simple à utiliser. Pour ça que la M199, bon, quand on n'a pas des exigences extraordinaires, on peut utiliser ça, c'est facile à utiliser, il n'y a pas besoin de composants extérieurs. La LTZ1000 a besoin d'une circuiterie qui est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre et coûte beaucoup plus cher à faire. Néanmoins, on l'étudiera plus tard, mais ça c'est un autre épisode. Voilà, donc c'était un petit tour sur ici les moyens de faire une tension de référence pour des DAC ou pour autre chose, avec un petit tour sur comment fonctionnent ces tensions de référence et comment en interne on arrive à obtenir ces grandes stabilités.